vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, comme tous les jours de 17h à 19h avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300 et cet animateur, co-animateur qu'on adore, Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile, et vous, co-animatrice qu'on adore également. Ouais, écoutez, ça va très bien. Et surtout qu'aujourd'hui, on a quand même 2 revenants. Ah ouais, ça, ils viennent de... Waouh. Je pensais qu'ils avaient déménagé totalement à l'étranger. D'abord Philippe Bilger qui est avec nous. Lui, il est toujours à l'ouest. Je n'ai même pas le bonheur d'être attendu avec impatience, contrairement à Christophe et Virginie. On se languissait. Ah bah je voulais laisser le suspense. Vous avez balancé les noms. Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous êtes là, vous. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Je compense. Je console. Comment il rame? Il rame. Absolument. Chers amis, allez, 0826 300 300 au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Bruno Retailleau entend faire déclassifier un rapport du ministère de l'Intérieur sur la stratégie de l'entrisme des frères musulmans, une organisation, un mode opératoire visant à faire basculer toute la société dans la charia, peut-on lire. Alors parlons vrai, est-ce que ce rapport aurait dû être dévoilé plus tôt? Et à la question, avons-nous fermé les yeux sur l'entrisme des frères musulmans? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir au délai Vraie Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Manuel Razavi, grand reporter et auteur de plusieurs livres enquête sur la stratégie d'infiltration des frères musulmans. Et puis le coup de projecteur à 18h40. Les petites communes voteront comme les autres aux prochaines élections municipales. Le Parlement vient de généraliser le scrutin de listes paritaires. Fini le panachage et l'obligation de présenter autant de femmes que d'hommes. Alors parlons vrai, est-ce que plus de femmes est une bonne chose pour la vie démocratique? Et à cette question, parité totale au municipal, c'est, vous dites à 62% une mesure gadget, à 31% une mesure difficile à tenir et à 7% une bonne mesure. Vous voulez réagir? L'appelé est toujours une bonne mesure, c'est Aude au 0826 300 300. Notre invité Muriel Fabre sera avec nous, secrétaire général de l'Association des maires de France, des maires de Lampertheim dans le Bas-Rhin. Vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et donc je vais laisser Philippe Bilger présenter nos invités. Allez-y mon cher Philippe. Ah ben non, mais... Ah si, allez-y. D'abord les animateurs qui ne changent jamais. Virginie que j'attendais avec impatience et Christophe que j'ai eu au téléphone, mais je me demande où il était dans les hauts fonds pour l'écologie ou que ça. Et ils sont là. Et vous pensez que les auditeurs savent qui sont Virginie et de donner leur nom patronymique. Virginie? Ah ben oui. Ben oui, Virginie Calmel. Voilà. Présidente fondatrice de Futurae, École des métiers. Quelle présentation de Philippe Bilger, c'est un honneur Philippe. Mais je ne le fais pas correctement, Cécile a raison. Je répète, c'est la journée des faillots aujourd'hui. Quelle présentation, je n'en ferai rien, il est magnifique. Allez-y, après vous, merci beaucoup. On est heureux d'être des faillots. Sincère. Un défaillot, en tout cas, on est heureux de vous retrouver. Ouais. Ça, c'est vrai. On est ravis de vous avoir. Ça nous embête un peu avec le qui c'est qui l'a dit, mais bon, écoutez, on peut pas tout avoir. Ah bah oui, vous avez oublié ce moment culte de l'émission. Et avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, avec Bruno qui nous appelle de Paris. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous dire en une minute mon petit coup de cœur que j'ai envie qu'on appuie, c'est qu'en fin de compte, les gens qui sont handicapés, qui ont, des problèmes multiples physiquement, mais qui ont tout de même eu une carrière professionnelle dans le privé ou dans le public, parfois ont eu des trous dans leur carrière liés à leur handicap, voire même ils se sont fait virer parce qu'à une époque, on n'acceptait pas les handicapés dans les boîtes. Maintenant, ça se fait parce qu'il y a un amendement d'impôt, mais j'aimerais tout de même qu'en fin de carrière, on prenne en compte leur vie et qu'on leur donne une retraite digne et par rapport à cela, et qu'on leur donne vraiment une retraite digne, et qu'on dise pas ce sont des sous-hommes et des sous-femmes, et donc ils vont vivoter. Et je trouve ça inhumain, parce qu'ils ont tous parfois œuvré au travail d'une société. Et j'aimerais que ça soit vraiment pris en compte, et qu'on arrête de faire semblant. Voilà. Vrai sujet. Bien dit, Bruno. Poser un point de vue si généreusement exprimé. Mais c'est malheureusement la réalité dans les faits, ce que dit Bruno. Voilà, donc j'aimerais franchement que les politiciens penchent là-dessus. Nous avons quelqu'un en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale qui pourrait taper du poing et non pas du pied, façon de rigoler. Mais voilà, je le dis, et ça serait bien. Ouais.
Christophe Madrol. Complètement, vous avez complètement raison, Bruno. La reconnaissance, effectivement, des travailleurs handicapés et de tout leur trajet dans le monde du travail est super important. Moi, je me bats depuis des années pour qu'il y ait une reconnaissance aussi des acteurs du monde associatif qui sont peu reconnus dans notre société. Il y a des millions de personnes qui travaillent de façon associative et qui sont pas, ce sont des bénévoles, très bien, mais il faudra à un moment donné qu'ils soient un peu gratifiés par un système ou un autre parce que c'est un boulot énorme et on a de moins en moins de gens dans les associations, comme en politique, et Virginie dira la même chose que moi, mais à un moment donné, positiver ça, c'est une bonne idée. Virginie Calmels. Oui, je pense que beaucoup a été fait pour les handicapés, mais jamais assez. Donc ce sujet reste d'actualité. Voilà, et reste devant. Mais il y a heureusement quand même beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. Je tiens à saluer notamment l'action de Jacques Chirac qui avait été en la matière très moteur. Et espérons, mon cher Bruno, que les JO paralympiques changeront aussi, en tout cas, le regard. C'est ce que j'allais dire, on les a applaudis aux Jeux Olympiques et puis tout à coup quand le rideau est terminé, hop on les oublie, on enlève les rampes et puis personne ne peut monter en fauteuil, on enlève tout par rapport aux handicaps visuels. Faut pas faire un mensonge parce que ça finit par se savoir quoi et ça fait vraiment très mauvais effet. Voilà. En tout cas, merci en tout cas de nous avoir apporté ce sujet. Plus on en parle, mieux c'est. Hein. Le but est de ne pas les invisibiliser, bien entendu. Vous restez avec nous en tout cas, Bruno, jusqu'au qui c'est qui l'a dit, puisque j'espère que vous allez le gagner en plus. Le réquisitoire du procureur, mon cher procureur. On va parler des avocats des amis de Nicolas Sarkozy rapidement. D'accord. Allez, rebelote Nicolas Sarkozy. Bam. Ah non, pas Nicolas Sarkozy, c'est proche. Allez, tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix. Parfaitement innocent. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue pour les vraies voix. C'est mardi, tout va bien. Visiblement, la France est sous le soleil, peu comme les vraies voix. Sous le soleil. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, Philippe pas David. n'importe où. Bah non, voilà. Avec autour de cette table des revenants, j'ai envie de dire. Philippe Bilger, heureusement, qui lui, au moins, lui, il est fidèle. Voilà, auteur de Me Too Much et aux éditions Héliopole. Et puis Christophe Madrol, qui est de retour avec nous, conseiller régional Région Sud, qui a parcouru l'Asie pendant 2 mois et demi. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain, qui est partie donc, elle a fait un peu l'armée quelque part, hein, et elle continue d'ailleurs. Elle est retournée à l'école, peut-être qu'elle nous en parlera. Et vous, au 0826 300 300, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Quoi parle-t-on ? On va parler d'Elon Musk qui traite de crétin le conseiller au commerce de Donald Trump. Une grosse ambiance au sommet à Washington. On va parler aussi des avocats de Nicolas Sarkozy qui plaident une dernière fois dans l'affaire libyenne et puis des frites insoumises qui ont incendié un futur McDo près de Toulouse. Oui, les frites insoumises, vous avez bien entendu. Hein. En tout cas, c'est ce qui signe le communiqué de revendication. En 3 mots, crétin, plaidoirie et frites. Ah oui, on en parle dans un instant. En attendant, la voix est à Monsieur le procureur. Les vraies voix Sud Radio. Dear Mr. President, thank you very much. It's an honor to have a very, very special person. I listen to les vraies voix. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'était excellent, bravo. Ils enfoncent l'anglais dans la plaie. Parce que il nous a fait toute une tirade en anglais le 1er avril, donc on vous fera écouter ça. Speak about the big dodu. Big Dodu, I know. And the very beautiful Cecilia de Ménibus. It is Strauss. Ici. C'est la trousse avec les crayons. C'est ça. La trousse. Vous voulez requérir sur les avocats de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy's lawyers. But in French. Ah oui. Let's go. Il y a eu en effet un tir groupé des avocats proches de Nicolas Sarkozy, on les connaît, et ils ont dit unanimement, c'est un dossier vide de preuves. Alors, je ne me prononcerai pas, je risque d'être mis à contribution lorsque Nicolas Sarkozy et d'autres verront la décision. Je ne sais pas quelle elle sera, mais pour les avocats des proches, dire un dossier vide de preuves avec une certaine expérience, je n'ai jamais entendu des avocats dire autre chose tout au long de ma carrière professionnelle lorsque leurs clients contestaient les faits. Je n'ai jamais entendu un avocat dire les preuves sont sérieuses, sont consistantes, sont non, le dossier est vide de preuves. On se demande comment alors la justice peut condamner parfois. Virginie Calmels.
Je trouve ce dossier très complexe. Alors, je ne connais pas l'intégralité. Simplement, j'ose imaginer que ce qu'on reproche au président Sarkozy n'est effectivement pas avéré, parce que sinon, ce serait quand même très grave. Et je trouve qu'on ne dit pas assez que certains hommes ou femmes politiques à un certain niveau de responsabilité sont parfois très mal entourés. Et il peut arriver quand même que leurs proches ne les aident pas. Et en l'occurrence, dans ce dossier, il me semble quand même qu'il n'y a pas de preuves. Alors, je ne fais que relater ce que dit la presse qui incrimine Nicolas Sarkozy et qui a peut-être des faisceaux concordants qui incriminent un certain nombre de personnes de son entourage. Et bizarrement, il me semble que c'est lui qui a eu le montant maximum requis contre cette année, alors que ses proches, ça descend jusqu'à Éric Woerth qui a le moins, mais Guéant, Hortefeux, etc. Alors que il semble, à la lecture du dossier, qu'il y a quand même des faisceaux d'indices, en tout cas, pour incriminer ses proches, et qu'il n'y a aucune preuve pour l'incriminer lui personnellement. Donc parfois, il faut peut-être faire attention à ses fréquentations. Je me demande si j'ai bien fait de souhaiter votre retour. Et deuxième élément, ma chère Virginie, vous avez parfaitement lu les publications favorables à Nicolas Sarkozy. On va voir si Philippe moi, Bilger je ne rentrerai pas dans ce débat des droites, personnellement, j'en suis pas. En tout cas, moi, je pense à tous ces élus français, locaux, et tous nos auditeurs qui entendent systématiquement que tous les politiciens pourris. Il y a des milliers d'élus locaux qui font bien leur boulot, qui piquent pas dans la caisse. Et moi, je vais avoir une pensée pour eux. Je vois le manque aujourd'hui de candidats aux élections municipales. Oui, vous l'avez abordé. on va en parler. Et vous l'avez déjà abordé ici. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de petits maires qui ne veulent plus se représenter. J'en ai dans ma région, qui sont écœurés parce que c'est un boulot où ils sont peu ou prou payés et qui sont pris aujourd'hui comme des condamnables, comme des suspects en puissance. Et moi, je voudrais qu'on ait une pensée pour tous ces petits maires qui bossent pour la démocratie, pour la République, et que ça soit Nicolas Sarkozy ou l'affaire Le Pen ou d'autres, à un moment donné, tous les politiciens ne sont pas des voyous, ils sont pas tous des menteurs ou des voleurs. Sans rentrer dans le fond du dossier Sarkozy, mon cher Philippe. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont crétins, plaidoirie et frites. De l'eau dans le gaz au sein de l'administration Trump au lendemain du lundi noir dans les bourses suite aux nouveaux droits de douane. Elon Musk traite de crétin le conseiller au commerce du président. Parole à la défense dans le procès de Nicolas Sarkozy pour le financement libyen de la campagne de 2007. Dernière plaidoirie avant le retrait du tribunal, épilogue de 3 mois d'une audience inédite. Et puis un McDo en construction incendié près de Toulouse, action revendiquée par un collectif jusqu'alors inconnu qui s'est baptisé les frites insoumises. Les vraies voix Sud Radio. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Crétin, c'est justement le terme employé par Donald Trump aujourd'hui pour désigner le conseiller au commerce de Donald Trump, Peter Navarro. Grosse ambiance au sein de la nouvelle administration à Washington. Le fameux conseiller au commerce qui est l'inspirateur de cette politique de taxes, de droits de douane dont Elon Musk en revanche n'est pas un grand fan. Le patron de Tesla l'avait d'ailleurs déjà fait savoir. Elon Musk, qui n'est pas un constructeur de voitures mais seulement un assembleur, avait affirmé le fameux Peter Navarro sur les réseaux sociaux. En réponse à quoi Elon Musk l'a traité donc de crétin en réponse, avant d'ajouter dans un deuxième commentaire qu'il était bête comme ses pieds. Voilà. En tout cas, parlons vrai. Cours d'école. Sur ces droits de douane, en tout cas aujourd'hui, les bourses ont repris quelques couleurs. L'Union européenne prépare sa riposte. Elle devrait annoncer en début de semaine prochaine la riposte en question. Le Bourbon d'ailleurs pourrait échapper aux droits de douane de 25% que Bruxelles propose d'imposer sur les produits américains. De son côté, la Chine promet de combattre les droits de douane des États-Unis jusqu'au bout. Comme on dit, le groupe vit bien dans le football. Les bourses sont redressées, si j'ose dire. Oui, mais j'étais sûr que vous alliez commenter ça, Philippe Bilger. Mais c'est amis auditeurs, bonsoir. Non, mais il faut reconnaître aux anglo-saxons cette capacité à parler de façon un peu, on va dire, libérée, défiltrée. Voilà, c'est ça. Ça fait quand même penser. Chacun dit ce qu'il pense. Ça fait quand même penser un peu, je sais pas moi, à la petite musique qu'on a entendue en Macronie au début quand il y a eu la société civile qui est venue autour d'Emmanuel Macron, où ça a commencé à s'engueuler à tout azimut. Parce que c'est vrai que Trump soit un peu compliqué dans sa tête et décide des choses, je ne sais pas comment politiquement tout ça se structure. Et Musk vient du monde de l'entreprise, pas du monde de la politique. Donc
discuter avec des gens qui viennent d'horizons très différents, je pense que c'est le premier coup. Mais je pense que ça va continuer parce qu'il y a d'autres sujets que Trump va aborder et ça va être beaucoup plus compliqué de gérer le collectif pour Donald Trump. Ah oui, avec des gens sans filtre en plus. Allez, le deuxième mot, plaidoirie, parole de la défense dans le procès de Nicolas Sarkozy. Oui, procès, on le rappelle, de l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007, affaire distincte de celle dite des écoutes, dans laquelle l'ancien président a déjà écopé d'une peine ferme à purger sous bracelet. Dans cet actuel procès donc du financement libyen, le parquet avait réclamé 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy après 3 mois d'audience. Suite à ces réquisitions, les avocats de l'ancien chef de l'État plaident donc une ultime fois cet après-midi avant que le tribunal ne se retire pour délibérer. La défense vous démontrera qu'il n'y a aucun pacte de corruption, vient de marteler à la barre maître Jean-Michel Darrois, comme il l'avait fait il y a quelques jours devant la presse suite aux réquisitions. Le parquet a demandé des peines très lourdes. Pourquoi ? Pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration. Et le parquet a dit qu'il fallait réparer, remédier à un soi-disant atteinte à la société et à la confiance du public. Moi, je pense que ce qu'attend le public, c'est que les collaborateurs de la justice, et notamment les membres du parquet, ne viennent pas mentir devant un tribunal et devant eux. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois, donc il y a quelques jours, c'était après les réquisitions, le même qui vient donc d'entamer sa plaidoirie au tribunal pour l'épilogue de ce procès inédit qui juge donc, on le rappelle, un ancien président mais aussi 11 autres prévenus dont 3 anciens ministres. Troisième mot, frites, avec ce restaurant McDonald's en construction incendié près de Toulouse. Incendie du chantier de ce futur fast-food à Montrab la nuit dernière vers 3h, action revendiquée par un collectif qui signe sous ce nom, tenez-vous bien, les frites insoumises. Bah oui, la France a peur comme rarement depuis José Bové. Heureusement qu'on mange avec les mains chez McDo, sinon ces frites insoumises auraient peut-être un couteau entre les dents. L'incendie n'a pas fait de victimes, que des dégâts matériels. Action, tenez-vous bien, en soutien au peuple palestinien, écrivent ces frites insoumises. Elles dénoncent aussi le projet d'ouvrir une 50aine de nouveaux restos McDonald's en France afin, selon le communiqué, de compenser les pertes financières dues au boycott des enseignes des États-Unis. Notez qu'il y a quelques mois, un collectif avait incendié déjà des sites agroalimentaires en Bretagne en signant sous le nom de frites, mais là c'était FRITES, un sigle, les Forces Révolutionnaires Intergalactiques et Territoriales en sauce. Voilà, autre région, autre nouveau nom de collectif anonyme qui incendie des sites, donc les frites insoumises. Ouais, c'est hallucinant. Ça vous inspire quoi ? Ça aurait de la gueule, j'ai la frite insoumise. Ouais. Non, c'est pathétique, objectivement, j'ai même plus envie de rire, moi. Je trouve que franchement, là, on vient de parler du procès Nicolas Sarkozy, cher Philippe Bilger. Là, on se dit, mais ces gens-là, ils vont prendre combien ? Avec toutes ces dégradations, avec tous les risques derrière, etc. Ils vont prendre combien ? Bové, il n'a pas pris énormément. Mais oui, pour le bien sûr, mais c'est peut-être aussi ça que les gens ne supportent plus, c'est de se dire que finalement, on a l'impression quand même, parfois d'une extrême sévérité, parfois d'une extrême tolérance, mais au secours, là, ils font quand même des choses qui sont je mets un bémol comme par rapport à mon ami José Bové, quand même que je vais défendre. Il l'a fait à visage découvert. Oui. C'était un acte politique condamnable ou pas, je ne rentre pas là-dessus. Condamnable, mais là, évidemment. C'est de nuit, des gens qu'on ne connaît pas, et qui réinstalle encore le débat palestinien avec des frites. Mais on est dans le monde. Voilà. J'ai même pas envie d'en parler, moi, parce que leur faire de la pub, ça m'endingue. Ça m'endingue parce que c'est des abrutis. C'est des abrutis. Et c'est insupportable aujourd'hui d'instrumentaliser ce qui se passe au Moyen-Orient sur une question de McDonald's. Oh, on est dans quel monde ? Je vois pas le lien, moi. Moi non plus, je vois pas le lien. Philippe Gillet, j'arrive d'un voyage compliqué. J'ai vu des choses énormes dans l'Asie. Mais on est dans un monde de fous. Un monde de fous quand j'entends ça. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. On va revenir sur cette information. Bruno Retailleau qui veut déclassifier un rapport sur l'entrisme des frères musulmans, une stratégie qui veut en tout cas imposer la charia selon le document. Alors parlons vrai. Est-ce que ce rapport aurait dû être dévoilé plus tôt ? Et à la question, avons-nous fermé les yeux sur l'entrisme des frères musulmans ? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Emmanuel Razavi est avec nous, un grand reporter, auteur de plusieurs livres, enquête sur la stratégie d'infiltration justement des frères musulmans, dont le dernier, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, aux éditions du CERF. Emmanuel Razavi, petite question, est-ce que finalement l'entrisme des frères musulmans est une plus grande menace que le séparatisme salafiste ?
Écoutez, appelons ça comme on veut, chère Cécile. La réalité, c'est qu'il y a une menace islamiste en France. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, j'en parlais dans un livre, Frères musulmans dans l'ombre d'Al-Qaïda. Je racontais comment les frères musulmans avaient organisé en fait l'entrisme islamiste en France. Donc, clairement, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le sujet est plus qu'alarmant. Il faut réagir très vite. On en parle dans un instant, 0826 300 300. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. Aude vous attend et bienvenue sur Sud Radio. Et merci de votre fidélité. Ouvrez-voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h, ce numéro de téléphone que je vous incite à utiliser sans modération avec Aude au 0826 300 300. Aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous savez qu'on a passé largement le million. On fera un décompte d'ailleurs avec Maxime tout à l'heure. Il compte sur ses doigts au fur et à mesure. Mais qu'un million, ça fait beaucoup. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a Je vais vous donner le résultat final dans 10 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand il aura compté sur ses boules, 1, 3, 4, 5, 6... Cécile, on s'est tous regardé. Voilà, il va compter ses boules. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Lorsque je suis arrivé au ministère, on m'a rendu un rapport qui est classifié, qui est confidentiel. Ce rapport, je vais le déclassifier. Il porte sur la stratégie des frères musulmans. Il trouve des complices à l'extrême gauche. Ceux qui ont fait de l'antisionisme leur fonds de commerce politique. L'islamisme qui, aujourd'hui, je le dis solennellement, se comporte comme le fasciste d'hier. Bruno Retailleau donc entend faire déclassifier donc ce rapport du ministère de l'Intérieur sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans, une organisation, un monde opératoire visant à faire basculer toute la société dans la charia. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans ce rapport. Alors parlons vrai. Voulez-vous que les noms de ceux qui fricotent, on va dire ça comme ça, avec les frères musulmans soient dévoilés en public? Et à cette question, avons-nous fermé les yeux sur l'entrisme des frères musulmans? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter, auteur depuis 2005 de plusieurs livres enquêtes sur la stratégie d'infiltration des frères musulmans, dont le dernier, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, et aux éditions du CERF. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Alors, c'est très intéressant d'abord de répondre à cette question pertinente, parce que, comment dirais-je, j'avoue non pas mon ignorance, je m'intéresse à ce qui se passe en France et aux menaces qui pèsent sur notre pays, mais parfois j'entends parler de la menace que représenteraient les frères musulmans, mais je devine bien pourquoi certains ne parviennent pas à être quotidiennement totalement convaincus, parce qu'il me semble que l'habilité de ces frères musulmans, c'est de menacer notre pays, mais de manière subtile, insensible, quotidienne, par des petites choses apparemment, rien de massif ni d'aveuglant, mais je suis persuadé que cet entrisme qui va être révélé par ce rapport déclassifié est extrêmement dangereux, précisément parce qu'il prend l'apparence d'une sorte d'innocuité et de tranquillité dans notre pays qui permet précisément ce qu'il menace. Virginie Calmel. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Il y a ce côté un peu sournois, on va le dire comme ça. Si j'ai bien lu sur ce rapport, ce dont on parle, c'est quand même 140 lieux de culte, hein, donc c'est pas rien quand même. Donc c'est pas totalement sournois non plus, d'où le fait de votre excellente question de savoir si on n'a pas fermé les yeux, c'est-à-dire à un moment donné, dormez braves gens, on s'en occupe pas vraiment. Et puis moi j'ai une remarque concernant le sport, hein, parce que là, objectivement aussi, c'est bien qu'on a voulu fermer les yeux, on peut pas totalement ignorer ce qui se passe dans un certain nombre de clubs sportifs qui sont effectivement à un certain moment, je dirais noyautés, si on peut employer ce mot-là, par voilà, des tendances qui, alors je suis pas assez, je suis pas capable de dire si ce sont les frères musulmans, mais on sent en tout cas une volonté de et notamment par le sport, hein, parce que le sport, c'est un lien qui justement permet de toucher une génération, mais de toute origine. Hein, et on sent qu'il y a quand même une volonté d'imposer, si ce n'est la charia, mais en tout cas une ouverture d'esprit sur la charia.
Et ce qu'il faut dire, c'est que 99,99% de nos amis musulmans vivant en France n'ont rien à voir avec les frères musulmans. Moi, j'insiste là-dessus. Oui, il faut déclassifier. Oui, l'angélisme des politiques depuis 30 ans, c'est inacceptable. Moi, je vis à Marseille et je vois ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille. Quand il y a eu le débat sur le mariage homosexuel, faut se rappeler, avant les municipales, j'ai vu et j'ai entendu dans les quartiers nord certains qui combattaient le gouvernement socialiste à l'époque en disant il n'est pas question que sur notre terre il y ait un mariage homosexuel. Et cette petite musique sournoise rentre dans les têtes des gens. Je pense à la semaine dernière, j'étais pas là, mais l'histoire de ce rabbin qui a été insulté par ce jeune Marocain, on lui a craché dessus. À Orléans, ce jeune Marocain a entendu cette petite musique. Est-ce que c'est la petite musique de LFI? Est-ce que c'est une petite musique qu'il a entendue dans une mosquée, dans sa famille? C'est sournois. Parce que les Frères musulmans est une organisation non pas religieuse uniquement, mais une organisation politique. Et l'organisation politique, on doit lui répondre politiquement. C'est pour ça que, je vous le répète, 99% des musulmans n'ont rien à voir avec les Frères musulmans et vivent en paix sur notre territoire. Simplement que le 1% qui reste, qui écoute les Frères musulmans, est une organisation politique qui se développe en France. Et je le vois, moi, tous les jours. Et je le sens. Combien de nos amis professeurs aujourd'hui n'osent plus aborder des thématiques dans les lycées, dans les collèges? Combien d'éducateurs spécialisés, vous savez, on en a parlé dessus, n'osent plus aller dans certaines cités des quartiers nord. Et ne serrent plus la main des femmes. Et serrent plus la main. Ouais, toute cette petite... Mais je répète, votre 99,1%, je ne sais pas d'où vous sortez. Mais on a quand même eu des chiffres très alarmants sur le fait que quand on demandait, voyez, notamment à des jeunes qui plaçaient la charia au-dessus des règles de la République. C'était 34% des jeunes. Les amis, on a un invité. Bien sûr. Voilà, allez, je ne sais pas par rapport au chiffre, mais en tout cas, voilà, il faut... On a un invité. Non, mais l'idée, c'est... S'il vous plaît. Emmanuel Razavi est avec nous. Bonsoir, Emmanuel Razavi, qui lui, forcément, a enquêté sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Philippe Bigère a raison. En fait, l'organisation des Frères musulmans, c'est une organisation politico-religieuse et terroriste. Elle a été créée en 1928 en Égypte, par le grand-père d'ailleurs de Tariq Ramadan, qui s'appelait Hassan al-Banna. Et moi, je suis allé en Égypte, j'ai enquêté beaucoup, j'ai rencontré le vice-guide de la confrérie en fait, en Égypte pour un livre il y a quelques années, il y a 20 ans, qui s'appelait Frères musulmans dans l'ombre d'Al-Qaïda. Pourquoi ? Parce que Ben Laden a été formé par les Frères musulmans. Son mentor, Abdallah Azzam, était l'un des théoriciens phares de l'organisation des Frères musulmans. Et que les Frères musulmans, on les retrouve, si vous voulez, comme matrice aujourd'hui des organisations terroristes djihadistes contemporaines, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Ils ont une deuxième facette, qui est une facette, en fait, effectivement, politico-religieuse. Et l'entrisme est une de leurs spécificités. Le principe, et je racontais ça il y a 20 ans, c'est d'intégrer des associations, d'intégrer des institutions. En général, leurs jeunes recrues font beaucoup d'études. Il ne faut pas du tout avoir l'image de terroristes avec une Kalachnikov. Ce sont des gens en costard qui, en général... Les jeunes frères musulmans, moi, que je vois d'ailleurs au Moyen-Orient ou que je vois au Maghreb, en général, d'ailleurs, ils sont sympas parce qu'ils sont en t-shirt, en jean, ils sont comme un jeune, aujourd'hui, je dirais français. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce qu'ils défendent, et c'est dans leur charte constitutive, c'est l'organisation de la société autour des valeurs de l'islam, autour de la charia, c'est-à-dire autour des lois musulmanes, mais des lois fondamentalistes, si vous voulez. Et c'est un vrai sujet. Ils ont percé, en fait, en Europe. Pourquoi ? Parce que contrairement aux salafistes dont vous parliez tout à l'heure, chère Cécile, eux, ils sont en phase avec le progrès technologique. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un ordinateur, ils vont utiliser une voiture, ils ne vont pas empêcher leurs femmes de travailler. Néanmoins, ils ont exactement les mêmes revendications qui sont d'établir un califat mondial. C'est-à-dire qu'ils sont contre le système démocratique tel que nous le connaissons en Occident, très clairement. Et ce que je vous dis là, je ne l'invente pas. Mes enquêtes, vous savez, je les enregistre en général, et les rares personnes qui ont osé en fait me dire le contraire de ce que je disais, j'ai des années et des années d'enregistrement, et ce sont des frères musulmans qui expliquent ça, et les plus hauts gradés, je les ai rencontrés, les plus hauts cadres de la confrérie, que je vous l'ai dit, en Égypte, au Pakistan, y compris en Europe, en Angleterre, etc. Le vice-guide de la confrérie, Mohamed Habib, il y a 20 ans, m'avait montré une carte de leur implantation. Il y avait presque 80 pays dans lesquels ils disaient être, parmi lesquels la France, avec une représentation que l'on connaît, qui était l'Union des organisations islamiques de France, qu'on a laissé essaimer. L'une de vos intervenantes a dit très justement tout à l'heure qu'il y avait, on parlait de 150, 160 lieux de culte. Mais c'est Virginie Calmels. Elle a raison sur le chiffre. Virginie Calmels, vous avez raison, madame, mais c'est encore plus si vous comptez les librairies islamiques,
si vous comptez en fait les associations culturelles, qui sont parfois en fait des associations culturelles cachées. Et je vous dis ça, moi je suis pas un analyste, je suis un reporter, je suis grand reporter. J'ai commencé mes premières enquêtes à l'époque pour le Figaro Magazine. Ça m'a permis de faire des livres, de faire des documentaires pour Arte. Pour vos auditeurs sachent d'où je parle. J'ai la chance de travailler avec des grands magazines en général, des chaînes de télévision qui suivent les enquêtes. Tout a été raconté par moi comme d'autres. Je pense d'ailleurs à mon confrère qui est très brillant, Michael Prazan. Nous avons raconté, nous avons dit les choses depuis 20 ans. Personne n'en a tenu compte au sein de la classe politique. Et pardonnez-moi, moi je fais pas de politique, je suis un garçon de terrain. Je suis d'origine iranienne, je le dis pour vos auditeurs. Je suis assez décomplexé sur l'histoire de il faut pas critiquer l'islam ou pas critiquer l'islamisme. On s'en fout. À un moment donné, si vous voulez, il y a un danger qui menace la société. Il faut dire les choses. Moi, vous savez, 70% de ma famille est de confession musulmane. Donc, je parle de façon assez cash et assez décomplexée. Philippe David le sait, on se connaît bien. D'accord ? À un moment, d'accord, quand on a alarmé les journalistes, nous sommes sous menace de mort, je suis menacé de mort. Les chercheurs comme Florence Bergeau-Blaclair, qui a fait un travail très brillant, j'ai assisté à une de ses conférences il y a quelques semaines avant de partir en reportage, est menacée de mort. Elle est sous, garde des policiers. La vraie question aujourd'hui, on sait tout, on va déclassifier un rapport, Bruno Retailleau a raison, je trouve que c'est le premier ministre de l'Intérieur que je vois faire ce qu'il dit, et ça c'est important. Il n'y en a eu aucun avant lui, aucun qui ait fait quoi que ce soit. Ils nous ont tous écoutés, mais ils n'ont rien fait. Moi je le sais dans des enquêtes que je suis en train de mener en ce moment, il agit. Par l'acheter. Comment ? Par l'acheter, ils n'ont rien fait ? Par électoralisme, par relativisme, par... Écoutez, vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a un maire d'une grande ville que j'ai interviewé il y a des années sur ses liens avec un frère musulman. Il m'a répondu « Ah oui, mais il est sympathique, et puis bon... » Il faut pas. C'est comme ça. On ne veut pas. On a toujours peur quand on a toujours une excuse. C'est ça. De s'attaquer en fait aux musulmans. Mais les frères musulmans, c'est pas des musulmans. Ce sont des islamistes. Ce sont encore une fois pour vos auditeurs, je le dis, les gens qui ont inspiré. Moi, j'ai lu les textes des frères musulmans. Ils ont inspiré la doctrine d'Al-Qaïda. La République islamique d'Iran. J'en parle. Moi, j'ai eu ma famille qui a été persécutée par les mollahs. Ils sont chiites. On me dit toujours oui, il n'y a pas de frères musulmans en Iran. C'est faux. L'ayatollah Khomeini, quand il a créé la République islamique d'Iran, il s'est inspiré des théories des frères musulmans sunnites égyptiens. Il appartenait à une organisation qui s'appelait les frères musulmans iraniens, les Fedayeen et l'Islam. Ce que je veux vous dire par là aujourd'hui, c'est que si on veut éviter que la France devienne ce qu'a été l'Iran, on va encore me dire que comparaison n'est pas raison, il faut vraiment se préoccuper du sujet, c'est très grave. Il faut écouter les gens comme Michael Prazan, Florence Bergeau, ou moi-même, qui suis un garçon, encore une fois, un reporter de terrain, parce que ce qu'on vous raconte, c'est probablement en dessous de la réalité. Restez avec nous, 0826 300 300, Bruno qui est avec nous, oui. On arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Bruno, quelle question pour Emmanuel Razavi ? Eh bien, ça va être très simple. C'est qu'en fin de compte, les religions, en général, toutes les religions ont toujours été écrites par des hommes. Et donc, la première personne qu'on soumet à une religion et qui doit être obéissant, c'est les femmes. Et en général, voilà ce qui arrive, voilà ce que ça crée, des frustrations, des gens brimés, des femmes qui ne peuvent pas être libres d'elles-mêmes. On voit en Iran qu'elles ont enlevé leur voile au pire de leur vie. En France, ce n'est pas le cas pour elles. Mais j'aimerais que les sœurs musulmanes prennent le manche de ce sujet et disent, nous en tant que femmes musulmanes, on refuse de porter ça, on ne veut plus ceci, et messieurs les musulmans, que vous avez un livre épais, plus épais peut-être même que le code pénal, et pourtant le code pénal est républicain, ce livre ne va pas dicter réellement la vie en général, parce que ce livre a été écrit il y a très longtemps, et que par des hommes. Comme toutes les religions en général. Merci Bruno. Voilà, restez avec, simplement ça. Restez avec nous, Bruno. Philippe Bilger. Emmanuel Razavi, est-ce que ce qui est le gros problème, c'est que on ne parvient pas une seconde à croire que les frères musulmans, malgré cette idéologie terriblement menaçante, pourront un jour totalement mettre la France dans l'état qu'ils souhaitent? Est-ce que il n'y a pas une naïveté presque inévitable, dont moi-même je suis porteur, qui leur donne de la force? Emmanuel Razavi, et pour répondre à Philippe Bilger et à Bruno, est-ce que ce que décrit Bruno, c'est pas les accommodements raisonnables comme au Canada? Mais bien sûr, il y a ça d'une part, mais les accommodements raisonnables, ils reposent sur l'électoralisme. Pour répondre en fait à Philippe,
qui a absolument en fait raison. Je pense qu'il y a quand même une chose, si vous voulez, qui s'est passée en France depuis une trentaine d'années, c'est que comme ces gens-là ne correspondaient pas à l'image qu'on avait du djihadiste, qu'ils étaient en costard, qu'ils étaient capables d'avoir, ils sont très éduqués, ils font des études poussées comme je vous l'ai dit, on n'a pas voulu croire. Moi, vous savez, j'appelle ça le syndrome d'Otto Abetz. Vous savez, cet ambassadeur allemand qui, à la fin des années 30, venait approcher des gens importants en fait à Paris, et personne n'imaginait qu'il était en train de faire le lit du nazisme en fait à Paris. On a vu ce qui s'est passé quelques années plus tard. C'était le patron du contre-espionnage allemand d'ailleurs. Et je le dis à dessein. Pourquoi ? Parce que depuis des décennies, depuis les années 80, il s'est passé exactement ça avec les frères musulmans et une approche systématique, si vous voulez, des pouvoirs publics, des hauts responsables des pouvoirs publics. Et si le rapport est déclassifié, je peux vous dire qu'on va avoir des vraies surprises, parce qu'on va avoir des noms qui sont assez surprenants. Donc j'espère que Bruno Retailleau va vraiment le faire, mais je lui fais confiance pour le faire. Vous avez vu quelque chose ? Vous avez vu ce dossier ? Alors, si vous dites qu'il y a des noms surprenants, c'est que vous avez... Ouais, d'accord. Mais c'est que oui, j'ai des informations, mais je considère que c'est pas à moi, si vous voulez, de remplacer le ministre. Absolument. Et c'est pas ce que je vous demande. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Lisez mes livres, mais dans mes livres, je crois qu'il y a beaucoup de noms qui sont cités aussi, beaucoup d'organisations. Mais je reviens sur ce que dit Philippe, parce que c'est fondamental ce qu'il dit. C'est qu'en fait, exactement, on ne croit pas, parce que les gens qu'on a en face de nous, en fait, sont enjôleurs. C'est une logique très orientale. Je suis oriental, je peux vous en parler. C'est qu'on essaye toujours de faire en sorte d'aller dans votre sens. Puis à un moment donné, on vous dit « Ah oui, mais alors quand même, en face de ça, moi j'aimerais bien que vous me construisiez un centre culturel, une mosquée, etc. » Moi, j'ai rien contre les mosquées, j'ai rien contre les religions, je les respecte toutes, très clairement. Mais le voile dont parlait votre auditeur à l'instant, pourquoi les Iraniennes se sont rebellées contre le voile en Iran ? D'accord ? Parce qu'elles ont considéré que c'était le pilier. Je vous explique. En 1979, quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il considérait que le voile, c'était le moyen, en fait, d'instaurer l'islam partout, de le rendre visuel, parce que le voile n'était plus obligatoire en Iran, donc les rues, les avenues, les magasins, etc. C'est la doctrine des frères musulmans. Il s'est inspiré de ça, Khomeini. Et aujourd'hui, ce voile, en fait, qu'on ne cesse de voir se développer en France, un peu partout, répondent à la même doctrine. C'est pas le voile de nos grands-mères. Encore que moi, la mienne, sincèrement, elle l'a portée en Iran parce que la pauvre, elle était obligée. Voilà. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce que partout où la liberté des femmes recule par l'asservissement, notamment en fait du foulard islamique, d'accord, en général, le totalitarisme islamiste, et je pèse les mots, augmente. Et c'est pas parce que, comme disait d'ailleurs très justement Philippe, ces gens-là apparaissent très fréquentables, qu'ils le sont. Absolument. C'est encore une fois ce que j'appelle le syndrome d'Otto Abetz, mais avec les islamistes. Merci mille fois, Emmanuel Razavi, pour cette explication, en tout cas toujours très passionnante. Un grand reporter et auteur de ce livre que vous pouvez lire, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran. Merci aux éditions du Cerf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici le bienvenu, vous le savez, hein, vous êtes quand même comme à la maison, Emmanuel Razavi. Vous restez avec nous. Dans un instant, on récupère Bruno et c'est le qui c'est qui l'a dit. Le problème, c'est que Virginie Calmels avait oublié un peu le principe. J'ai peur qu'elle se prenne une volée, là, tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes contents que nos élèves préférés soient revenus de la récréation. Hein. Et bien sûr, je parle de Christophe Madrol, qui était parti loin de chez nous, conseiller régional Région Sud, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École des métiers de demain, et puis Philippe Bilger, heureusement, qui tient un peu la baraque ici. Je m'inquiète parce qu'ils sont plus frais pour les jeux. Mais on a plus d'actualité. Ils sont au bout du rouleau, j'ai l'impression. Ça fait longtemps qu'on sait plus ce qui se passe. Genre, bien sûr, comment vous croire. Bruno, c'est à vous de lancer le jingle, mon petit bouchon. D'accord, et ben moi, pour lancer le jeu, c'est la phrase qui fait des étincelles. Voilà, la phrase du jour qui fait des étincelles. C'est comme ça que je lance le jeu, c'est parti. Et ben voilà. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est parfait, Bruno. Écoutez bien, c'est peut-être pour vous ce qui c'est qui l'a dit de 3 points. Et sur les ZFE, je suis favorable à leur suppression en tant que telle. Madame Borde ? Non. Non. Un autre ministre. C'était ce matin sur Sud Radio. Retailleau. Non. Non, ce matin.
Sur Sud On ne connaît que Radio 3 ce ministres dans ce matin. gouvernement. Donc Elisabeth Borne. Non, il a un nom de meuble. Oui. Meublena. Non. Léna. Non, il y a même un milliardaire américain qui a le même nom que lui, d'origine française évidemment. Oh là là. Je dirais Buffet alors. Bonne Bah oui, François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre. Comment il s'appelle? François-Noël Buffet. François-Noël Buffet. Qui c'est qui l'a J'aurais dit? dû vous dire un peintre peut-être, non, ça vous aurait aidé. Ah bah c'est vrai aussi. C'est vrai que culturellement, ça aurait été mieux pour moi. Bien sûr, je sais, je sais. Aujourd'hui. Qui c'est qui l'a dit? Bruno. Toujours sur les ZFE. C'est un sujet de santé publique majeur. Alors là, donc c'est certainement une personne autour de la médecine. Ah non, Oh là 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 là. c'est une ministre, la preuve que le gouvernement vit bien sur les ZFE. Moi, je pense que c'est Pannier-Runacher. Bonne réponse de Christophe Madrol. Est-ce que c'est valable? Oui. Oui, parce qu'il n'avait Pourquoi pas ce la serait pas réponse. valable? Qu'est-ce qu'il a pas dit? Monsieur le Il a- procureur. On Non, attendait la réponse. Non, mais il n'avait de pas la réponse, il dit j'ai pas. Il l'a dit. Non, il a dit. Il a dit. Est-ce qu'on peut revoir, Maxime, s'il te plaît, le ralenti? Parce que monsieur Bilger je remet crois. en question systématiquement ce que je dis. C'est insupportable. Ah ouais, Mais mais j'aurai il a raison. l'occasion de le faire. Le gong avait sonné pour l'auditeur. Donc, Ah ouais, il avait le droit de répondre. Ah d'accord. Ah ouais. C'est bon, c'est bon. Question. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est C'est bon, bon. d'accord. Donc, Question, le bon. qui c'est qui l'a dit? 0, on a obtenu 0 avec le le régime algérien. Bruno. À mon avis, c'est notre cher président. Non, Ça doit être Wauquiez. Non. non, Retailleau. C'est pas Wauquiez. c'est l'autre. Il Tanguy. l'a dit. Non, qu'est-ce que vous avez dit? Tanguy. Non. Non. Darmanin. Ciotti. Bonne réponse de Et pourtant, il Virginie. l'avait dit, un Wauquiez. Ouais. Mais non, c'est Ciotti. Oui. Wauquiez l'avait dit. Oui, mais c'est de votre faute. Mais je sais, Il y a mais 15 jours, tu veux dire. Mais Mais pas Pompidou l'a aujourd'hui. dit il y a 54 ans aussi, bien sûr. Sur le sujet, Cécile, soyez Je me souviens plus bien. vigilante. Non, mais je me souviens bien. Il l'avait dit, ouais. Qui C'est ça. c'est qui l'a dit, Bruno, sur la manif du RN dimanche? Quand la seule fois en 10 ans vous appelez les gens à se mobiliser, c'est pour vous-même, pour votre gueule, eh ben les gens ne viennent pas. Oula. Attal. Non. C'est Attal qui a dit. Ah non, c'est quelqu'un qui a été proche de Marine Le Pen, mais on dirait qu'il y a eu de l'eau dans le gaz. Un président de parti. Dupont-Aignan. Non. Non. Comment s'appelle le petit? Zemmour. Bah, Non. Mais non, ils l'ont président salué. de parti. Ah oui. Zemmour. Non. Knafo. Non. Non. Marion. Non. C'est un homme. Mais non, Un le, homme. comment il s'appelle le petit là? Ravier. Non. 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 Mais le- Ravier, ils étaient à la manif, donc Non. c'est pas eux. Ouais. Non, mais Ravier, Il était à la était manif. avec Marine Le Pen. Il a créé son parti. Oui, Philippot. Bonne réponse de Virginie. on l'avait oublié. Alors là, lui, on l'avait René complètement Loire, oublié. C'est dingue, c'est dingue. Qui c'est qui l'a dit? Bruno, là vous avez intérêt à être rapide sur les rapports France-Algérie. J'ai assumé dans cette crise un rapport de force. C'était mon tour. Ah pardon. Méchanceté. Ah bon, pardon. Méchanceté. Bruno? J'irai encore notre cher président. Non, non, ok. En même temps. Non, il y en a assez. Vous êtes trop dangereux. Oh, le La galanterie Non, mais- n'existe pas. 3 points à chacun. Pour le coup, j'ai été mauvais. Voilà. Tiens, tenez, on va vous donner Comment 3 points à chacun? On l'a dit Vous en avez même répondu en même temps. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas Maxime. Ne vrai. me prends pas comme témoin, Philippe. Moi, Non, ne non, prends pas mais- comme témoin. Je suis pas d'accord. Je ne Allez. demanderai plus à Maxime, Moi, je suis on un enlève peu toujours inquiet. mes maintenant. points. Il S'il vous plaît, je vous les reste ai 40 secondes. Allez, qui c'est qui l'a dit sur les droits de douane? Ursula von der Leyen a proposé la soumission totale. Bruno. Mais la question, c'est précisément. Répétez la question précisément. Ursula von der Leyen a proposé la soumission totale en parlant des droits de douane. Je pense pas. Non. Je serais pas risqué là-dessus. Non. Barbella. Il est Non. petit. Les Il petits. est Tanguy. Bonne réponse de Virginie Calmet. Mais je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était C'était tout pour à une l'heure. question. Pour la- Je l'ai dit la semaine dernière. Cécile, je vais vous proposer qu'on rebaptise le jeu. Qui c'est qui est le plus de mauvaise foi? Ouais. Et là, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et là, qui c'est qui l'a pas dit? Eh bien, écoutez, la femme est l'avenir du qui c'est qui l'a dit, puisque pour son retour, Virginie Calmet Bravo, s'est Virginie imposée. Gamel, bravo. Devant à égalité parfaite, les deux discutent ailleurs, il n'y a pas d'autre mot. Je peux vous dire que Philippe Bilger, ça lui a fait mal d'applaudir. Hein. Ah oui. Berger et Christophe Madrol. Et bravo à Bruno qui a marqué 3 points. Bruno, bravo, merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de semaine et continuez de nous écouter tous les jours du matin au soir, Bruno. Hein. C'est mon ordonnance du jour.
Merci à tous et continuez à être vigilants et l'œil vif. Voilà. Merci beaucoup Bruno, vous embrasse. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le journal et puis la météo de Rémi André et la gueulerie de Philippe David. L'appel au meurtre, c'est sanctionné par la loi, non ? Absolument. Oui, j'ai l'impression que pas toujours. Allez, on en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Enfin, une partie de la famille des vraies voix est recomposée. On les a attendus, c'est ce retour autour de Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Vous les attendiez, Philippe, on est d'accord ? Oui, mais je suis un peu déçu. Oui, mais même j'espérais plus de bienveillance de Virginie, qu'elle me laisse d'abord, qu'elle ne me contredise pas et ensuite qu'elle me laisse gagner. Elle a pris du. Dès lors qu'on donne du crédit aux femmes, elles veulent nous traiter durement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oh, c'est beau. Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente fondatrice de Futurae et École des métiers de demain. Christophe Madrol, conseiller régional, région Sud. Et je me tourne vers notre réalisateur chéri adoré. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il s'est reconnu. Bravo, Maxime. Merci. Maxime, où en sommes-nous avec cette chaîne YouTube ? On a fini de compter avec Justine et nous sommes à 1 909 844. On a gagné 8000 abonnés en un mois. Ah, dis donc, c'est énorme. Merci. Big bisous, big merci. Et vous nous laissez non seulement des messages sur un peu partout sur nos plateformes, mais aussi des messages sur notre ligne répondeur 0826 300 300 et on les écoute. Bonjour, c'est Serge de Nîmes. Une précision au sujet des éoliennes en mer. Il faut savoir qu'il a été offert aux promoteurs le raccordement à terre. Donc, ça représente 1 milliard d'euros pour un parc de 800 à 1000 mégawatts, comme celui dont vous parlez actuellement. Le milliard d'euros va bien évidemment être payé par tous les consommateurs domestiques. Au revoir. Alors c'était suite à mon coup de gueule d'hier, puisqu'il y avait une décision de justice qui avait mis à l'arrêt tout un parc d'éoliennes parce qu'elles ont tué des faucons cresserelles. On attend d'ailleurs toujours demain du tribunal de Montpellier pour un aigle royal qui a été tué toujours dans l'Hérault. Et j'avais dit que les éoliennes c'était hyper polluant, notamment avec la base qui fait plus de 1000 tonnes de béton, etc. Et que c'était pas une bonne chose pour l'environnement. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord, Christophe Madrol. Et qu'en plus c'est très... Vous voulez qu'on ouvre le débat maintenant ? Mais il me faudrait un quart d'heure. Non, parce que j'ai raison, alors... Non, vous avez tort, Philippe David. Aujourd'hui, nous avons une vraie question de la souveraineté énergétique de la France. Oui. Même si nous sommes pour le nucléaire, nous aurons le nucléaire pas avant 2040-2050. Le nucléaire. Non, mais le nucléaire fonctionne. Mais aujourd'hui, la capacité énergétique de la France a besoin d'énergie. La seule solution que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes en guerre avec le monde entier, si nous voulons décarboner c'est de mettre en place les énergies renouvelables, dont l'éolien, dont le photovoltaïque, donc toute la chaîne qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, aller à l'encontre... écologie aussi, il y a biodiversité. Non, mais on sait aujourd'hui qu'effectivement, il y a des risques, effectivement, pour quelques oiseaux. Toutes les études des biologistes, de ceux qui aiment les oiseaux, montrent qu'il y a des radars qui empêchent, des sonars qui empêchent les oiseaux d'aller sur les éoliennes posées, soit terrestres, soit marines. Donc, il faut à un moment donné faire des choix. Moi, je suis pour les énergies renouvelables. On met des sonars pour empêcher les oiseaux de toucher. Et la question du béton, Philippe, on a eu les études, nous, dans la Fos-sur-Mer. Le béton qui est mis au pied des éoliennes n'est pas un béton qui se dégrade avec la mer. Donc, c'est un béton, aujourd'hui, qui fait face au courant marin. Donc, il y a des études qui sont faites. Il n'y a pas de danger immédiat pour la biodiversité. La vraie question, est-ce que nous voulons un jour sortir des énergies polluantes? Est-ce que nous voulons à un moment donné mettre en place des vraies énergies renouvelables? Si c'est pas le cas, restons accrochés aux États-Unis, accrochés à la Russie, accrochés à tous ces pays qui nous donnent du pétrole, qui nous donnent du gaz. On parle du nucléaire, c'est français. Hein. Non, mais Virginie, c'est pas compris. J'ai dit que le nucléaire, c'est pas avant la capacité énergétique. Le nucléaire, même si on décide de créer des centrales aujourd'hui, c'est pas avant 2040-2050. Le laps de temps qu'il faudra aujourd'hui pour pouvoir sortir de l'énergie décarbonée, ça passe par les ENR. Si on n'avait pas fermé et Superphénix et Fessenheim à arrêter les projets, alors là, au lobby écologiste, si on n'avait pas écouté Monsieur Nicolas Hulot, si Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'avaient pas fermé Fessenheim, enfin tout ça, c'est si on n'avait pas laissé Dominique Voynet aller contre la décision politique à Bruxelles, en n'ayant pas remplacé. N'opposez pas
le nucléaire avec les énergies renouvelables. C'est un faux procès. Vous avez raison. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Non, c'est pour ça que c'est pas nous qui l'avons fait. Pollution, certaines personnes qui ont l'honnêteté de le dire et qui sont pour autant écologistes reconnaissent aujourd'hui que le nucléaire ne pollue pas finalement, alors qu'à une époque, c'était mais on vous a expliqué. Il n'y a pas que la question de la pollution. L'uranium, on le trouve où? L'uranium, on ne crée pas d'uranium en France. L'uranium, on l'achète en Russie. Les enfants, stop. Voilà, la souveraineté. Merci. Dans un instant, ce débat nous passionnait. Le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite, on fait une pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, tous les jours, c'est la fête. Ah oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Philippe. C'est la fête. Et comme c'est la fête, ça va être votre fête, puisque vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 11e arrondissement de Paris. Pourquoi le 11e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le siège de Mediapart et que le dossier qu'ils ont sorti laisse à penser qu'ils n'ont pas eu assez d'un Samuel Paty et d'un Dominique Bernard. En effet, Mediapart a publié une enquête le 3 avril dernier. Je mettrai d'ailleurs des guillemets au mot enquête, avec ce titre qui suffit à mettre une cible dans le dos d'une personne, je cite, prof de maths et influenceuse islamophobe, les deux visages d'une enseignante en collège privé catholique. Sans donner le nom de la personne, pour éviter les poursuites judiciaires, mais en donnant le nom de son établissement, son sexe et la matière qu'elle enseigne. Bref, quitte à acheter quelqu'un en pâture aux djihadistes, autant leur éviter d'avoir à trop travailler. Les pauvres n'ont pas que ça à faire entre affûtage de couteaux, nettoyage de Kalachnikov et études d'ingénierie dans la mise au point de ceintures explosives. On pouvait imaginer, après les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, que personne n'irait jeter à la vindicte populaire une enseignante sous l'accusation d'islamophobie, accusation synonyme de peine de mort comme hérétique l'était sous l'Inquisition. Et pourtant, Mediapart a osé, avec le soutien du député insoumis Thomas Porte, qui a retweeté en rappelant le lieu où cette femme enseigne, comme si un seul appel au meurtre ne suffisait pas. Alors peu importe ce qu'elle a écrit, si on doit la dénoncer, c'est devant les tribunaux en portant plainte contre elle, pas en la balançant sur les réseaux sociaux avec une accusation mettant sa vie en danger. En attendant, j'espère qu'il n'arrivera rien à cette enseignante, mais si malheur devait lui arriver, on connaît déjà les noms de plusieurs instigateurs de ce qu'il faut bien appeler un appel au meurtre. Juste, même si, est-ce que, sérieusement là, Philippe, est-ce que vous pensez qu'un média peut créer cette menace absolue sur une écoutez, personne? les réseaux sociaux, oui, la preuve par Samuel Paty qui a été balancé par le père d'une élève alors qu'il n'avait rien fait sur les réseaux sociaux. J'ai pas la mémoire trop courte dans ce domaine. C'est vrai. Non, je partage totalement le coup de gueule de Philippe David. C'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire placer une cible sur une personne qui en plus est dans l'exercice de sa fonction. Enfin, ça devient vraiment compliqué et il faudrait effectivement qu'il y ait des limites, ne serait-ce que morales. Et Mediapart, visiblement, ne s'en met pas beaucoup. Je fais que partager, bien sûr, Philippe, vous avez raison. Ce qui est gênant dans cette histoire-là, c'est que même si cette personne X est allée trop loin, il y a effectivement les tribunaux, et puis il y a l'éducation nationale. Il y a des plaintes qui peuvent être posées au niveau de l'inspection de l'académie. Oui, voilà. Là, vous faites un papier en l'accusant, en mettant une cible dans le dos, c'est odieux. J'ai une vue très basse de ce média, que je nommerai pas, puisque moi-même, ils m'ont sorti des saloperies sur moi à moult reprises. Voilà, bon, j'ai pas envie de commenter là non plus un article de ce média. Par contre, c'est inadmissible et vous avez raison de rappeler effectivement la règle, rien que la règle. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite la fin en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et une commission d'enquête parlementaire pousse un cri d'alarme sur l'état de l'aide sociale à l'enfance. Un système qui craque de toutes parts, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport final de cette commission d'enquête mise en place à l'Assemblée nationale au printemps 2024, quelques mois après le suicide de Lily, une adolescente de 15 ans placée dans un hôtel. L'ASE était hier à bout de souffle, elle est aujourd'hui dans le gouffre, écrivent ces députés de tous bords, des besoins en hausse, des effectifs en baisse, des enfants accueillis en sureffectif, voire pas accueillis du tout, des demandes de placement déshérentes.
France. On parle d'environ 396 900 enfants pris en charge par la protection de l'enfance, une compétence passée au département depuis les années 80. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Lies Loufoque, un militant des droits de l'enfant qui cherche depuis des années à alerter sur ce sujet. D'abord avec ce livre, Dans l'enfer des foyers, moi Lies, enfant de personne, c'était chez Flammarion en 2014. Puis plus récemment chez HarperCollins, Si les enfants votaient, plaidoyait pour une politique de l'enfance. Bonsoir Lies Loufoque. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce cri d'alarme de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'aide sociale à l'enfance? J'imagine que vous êtes malheureusement pas surpris. Non, en effet, je ne suis pas surpris. Tous les constats qui ont été établis dans le rapport de la commission d'enquête sont des constats qui ont été établis il y a déjà de nombreuses années dans divers rapports qui émanent de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires sociales, d'un tas d'instances, y compris internationales. Donc on n'apprend rien de nouveau. Néanmoins, ce que ce rapport apporte de nouveau, c'est 3 éléments. Le premier d'entre eux, c'est qu'il qualifie les violences institutionnelles que peuvent subir encore aujourd'hui de trop nombreux enfants placés de systémiques. Et je crois que c'est très important parce que quand un enfant intègre le système de protection de l'enfance, aujourd'hui, il est établi que potentiellement, il y aura une perte de chance pour son avenir. Parce qu'on a un système, et ça a été dit précédemment, qui est dans le gouffre, qui ne fonctionne plus, qui n'est plus en mesure de répondre à sa mission première, qui est de protéger des enfants. Le deuxième élément, c'est que ce rapport de cette commission d'enquête propose la création d'une commission nationale de réparation pour les enfants placés qui auraient été victimes de violences institutionnelles dans le cadre de leur prise en charge. Et c'est très important pour moi parce que de l'assistance publique en passant par la DAS à l'ASE aujourd'hui, de nombreuses générations ont eu leur enfance volée par ce système, par des violences qui leur ont été infligées de manière consciente ou inconsciente sans qu'elles n'aient été reconnues ni réparées. Et cette commission de reconnaissance et de réparation, elle est fondamentale parce que pour réformer le système de protection de l'enfance d'aujourd'hui, il faut tirer des leçons des erreurs du passé. Et enfin, le rapport de la commission d'enquête reprend la totalité des revendications que l'on porte, que je porte depuis plus de 10 ans aujourd'hui, en proposant notamment la désignation systématique pour tous les enfants placés, quel que soit leur âge, de l'assistance d'un avocat, en créant notamment une autorité administrative indépendante de contrôle des établissements. Puisqu'aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est que les établissements, les foyers de l'ASE ne sont absolument pas contrôlés. Elle propose également que les parlementaires aient un droit de visite inopiné des structures d'accueil, ce que l'on demande également depuis très longtemps, qu'il y ait la possibilité pour des familles d'accueil de cumuler cette fonction avec leur emploi initial, parce qu'on est confronté à une pénurie extrêmement grave. Donc voilà, donc je dirais que on a quand même, par rapport à d'autres rapports, dans ce rapport-là, dans les travaux de cette commission d'enquête, des éléments qui sont pertinents et qui sont surtout nouveaux, qui viennent établir le désastre dans lequel se trouve l'ASE aujourd'hui. Il y a un vide dans ce rapport, il y a un élément manquant et c'est pas un élément anodin, c'est même un élément très important sur lequel je suis très déçu. C'est quand cette commission d'enquête a démarré, l'un des objectifs qu'on s'était fixé mais qu'on a également fixé à la commission d'enquête, c'était de déterminer la part de responsabilité des uns et des autres dans l'existence même de ces dysfonctionnements. Est-ce que les départements ont fait preuve d'irresponsabilité et d'incompétence? Est-ce que l'État a été à la hauteur des enjeux? Est-ce que les associations ont répondu présentes quand il fallait qu'elles le fassent? Eh bien, nous n'avons pas la réponse. Ce rapport ne prend pas parti. Il se prononce clairement contre une recentralisation des politiques de protection de l'enfance. Moi, c'est ce pourquoi je plaide depuis 10 ans, que la compétence sur l'aide sociale à l'enfance ne relève plus des départements, mais bien de l'État. Et je crois que là, malheureusement, il y a quelque chose d'inabouti qui ne va pas suffisamment loin. Donc, si on veut reconstruire notre système, je le dis et je le répète avec fermeté, il faut retirer cette compétence aux départements qui ont fait preuve d'une irresponsabilité crasse ces 40 dernières années, qui a eu un impact sur des milliers, des centaines de milliers d'enfants de ce pays absolument catastrophique. Merci. L'État doit reprendre la main. Merci à vous. Merci beaucoup, Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de nos vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger. Et de retour, on peut dire en force, on l'a vu lors du Qui c'est qui l'a dit, Virginie Calmels qui s'est imposée, Christophe Madrol qui a fait match nul et Philippe Bilger qui, mécontent de sa performance, ne pouvait pas s'empêcher de quémander quelques points à un arbitre totalement impartial. C'est du fond. En fait, tout est faux dans ce qu'il dit, en fait. Oui, c'est ça qui est dingue. Est-ce que c'est faux? Bah non. Tout n'est pas faux. J'ai fait 12 points. Bah oui, non, mais c'est faux parce que je trouve que vous êtes largement au-dessus de la mêlée, Virginie. Voilà. C'est ça que j'attendais. Merci, Cécile. Alors que tout est à moitié, voilà, c'est faux. Tout comment est faux. pouvez-vous avoir l'idée d'être au-dessus de la mêlée? Bien au-dessus, en dessous. Alors que Philippe aimerait que vous soyez en dessous. J'ai rarement vu Philippe Bilger aussi émoustillé qu'aujourd'hui. Je suis toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Et non, mais Françoise de Bois, je te vois. Philippe avec Françoise de Bois, je te trouve c'est quotidien. Moi, non. Quotidien. C'est normal avec Cécile. Mais Françoise de Bois, si tu nous écoutes, Philippe est très en forme aujourd'hui. Excusez-moi, mais c'est le printemps. Elle le sait, Françoise. Il est content de me retrouver. Bien sûr, c'est très clair. Et c'est sur de radio, on est au cœur de la mêlée tous les vendredis soirs à 19h après les vraies voix d'ailleurs. On y va, les amis? Oui. On a un train à prendre. On est convoqué à la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On a déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Bravo à Maxime pour ce nouveau jingle. Il me fait rire avec ce jingle, j'adore. Et Philippe Bilger, la jeunesse n'est pas un gage d'intelligence. En effet, je n'ai jamais été... Vous dites ça parce que vous êtes le plus âgé dans le studio, c'est ça? C'est la raison fondamentale pour laquelle je n'ai jamais été épris du jeunisme. Le fait que la jeunesse peut être un avantage, peut être un inconvénient, en tout cas, n'est pas un gage d'intelligence. Et ce qui démontre la validité de mon point de vue, c'est ce jeune Manès Nadel, président de l'Union syndicale lycéenne, qui a comparé l'obligation d'avoir une tenue correcte dans les collèges en été, et notamment c'était l'interdiction des claquettes et des tongs. Il l'a comparé au Taliban. Et donc vous voyez à quel point la jeunesse peut être d'une bêtise infinie, et c'est d'autant plus grave lorsque l'idéologie s'en mêle. Là, c'est un cumul totalement dévastateur. Alors je tiens à dire que pour ceux qui sont tristes d'avoir perdu les tweets de Sandrine Rousseau, il y a ceux de Manès Nadel qui sont pas mal non plus. Virginie Calmels. Bah écoutez, je connaissais pas ce jeune garçon, mais il commence pas très très fort. S'il a envie de porter une parole publique, c'est vrai que ça le glorifie pas. Voilà. Il est déjà président, pourtant. Mais tu vois, Philippe, on fait partie d'une génération, toi et moi, toi plus âgé que moi, où en politique, on avait un peu de noblesse. On avait une éducation, Philippe Seguin, Jacques Chirac, un certain nombre, même des socialistes. On avait quand même Henri Emmanuelli et d'autres qui étaient présents, où on portait le verbe et l'intelligence. Aujourd'hui, on doit faire le buzz. Aujourd'hui, pour être repris, on doit faire le buzz. Et je suis toujours fasciné par le nombre de conneries qui peuvent être dites par des jeunes pour être repris dans les médias ou être repris comme une petite musique dans les meetings. Et même des personnes un peu plus mûres. La preuve, quand on entend les conneries de Sandrine Rousseau en permanence, vous savez que c'est ma bête noire, même si je suis parti en Asie, je me suis reposé de Sandrine Rousseau. Quand je suis revenu et j'ai vu ce qu'elle avait dit pendant 2 mois et demi, je me suis dit, mais oh là là, effectivement, le nombre de conneries qu'elle a pu raconter, c'est effarant. Donc ce jeune garçon que je ne connais pas, Virginie, en tout cas, est à bonne école en ce moment dans le buzz. Et encore, Christophe, les gens que vous avez cités, c'était déjà une catégorie intermédiaire par rapport aux grands politiques. De mon point de vue. Quel est l'homme politique le plus grand pour toi, Philippe? Moi, il y a quelqu'un dont je suis réellement fou de plus en plus, c'est Pompidou. Bravo, Philippe. Moi, je le découvre, moi. C'est vrai que je le découvre. Je ne suis pas cette génération-là, moi. Qui avait écrit une anthologie de la poésie française, ce qui est quand même une belle trace. Et tu sais, j'ai relu le livre La Grandeur de De Gaulle pendant les vacances. C'est assez fascinant vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Reprendre les textes de De Gaulle sur la vision qu'il a du monde et des relations avec les États-Unis, c'est super intéressant. C'est super d'actualité parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec l'OTAN. Excusez-moi, mais reprendre De
Gaulle, comme reprendre Pompidou, c'est reprendre un peu les lettres de notre histoire française. Il vaut mieux le lire que de le citer à tout bout de champ. Allez, tu as 1000 fois raison. Christophe Madrol, puisque vous avez la parole, sauvons l'agrivoltaïsme dans nos campings. Oui, parce que j'ai suivi dans nos campings. Ouais, on peut faire le camping. Franck Dubosc, que si tu nous entends, on va pouvoir faire une émission dans un camping, d'ailleurs. J'ai suivi avec intérêt le débat parlementaire de la semaine dernière sur la question de l'agri-photovoltaïsme, puisqu'il y a eu un député MoDem qui a déposé un amendement concernant la loi de programmation énergétique pour, en gros, casser la filière du photovoltaïque et empêcher les petits agriculteurs de pouvoir avoir une aide financière en mettant des petites centrales photovoltaïques dans leurs champs. Ne pas supprimer l'agriculture, mais aujourd'hui, c'est pas supprimer dans les champs de l'espace rural, c'est mettre en hauteur du photovoltaïque où les bestiaux peuvent aller dessus ou au-dessus des vignes. Et à un moment donné, nos agriculteurs ont besoin de vivre. Et si aujourd'hui ils mettent du photovoltaïque dans les champs, c'est un plus pour leurs revenus. Et moi, je soutiens cette démarche-là. On ne casse pas le paysage, on n'empêche pas les terres agricoles d'avoir d'autres fonctions, mais au moins soutenons l'agri-photovoltaïsme et soutenons l'agri-photovoltaïsme pour le monde rural. Voilà mon coup de gueule d'aujourd'hui. Virginie Calmels. Oui, pourquoi pas. Enfin, moi, je pense qu'on a d'autres sujets aussi à traiter pour nos agriculteurs. Ça peut être une proposition intéressante pour augmenter aussi leurs revenus, mais il y a tellement de normes, de réglementations, de paperasse, et finalement un coût derrière, un débouché en tout cas sur les prix qui est tellement faible qu'au fond, on est en train de tuer ce qui fait l'essence de la France. On est un pays d'agriculture. Et je pense qu'on a beaucoup à imaginer en la matière pour sauver nos agriculteurs. Philippe, un mot, non ? Moi, je suis nul dans ce domaine. Christophe, c'est quoi très exactement ? Mais c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Aujourd'hui, tu as un espace rural, tu as un champ. Pas dire panneaux solaires. Des hectares. Photovoltaïque, panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. C'est vrai que la jeunesse, c'est vrai. L'étymologie, je vois. La question, ce n'est pas couvrir en surface, c'est mettre des panneaux en hauteur pour que les bovins. Ça, j'ai compris. Voilà, c'est tout. Comme sur les vignes pour protéger. Et en plus, c'est orientable. Voilà, il faut arrêter toujours de penser que le monde agricole est un monde idiot. Les chambres d'agriculture fonctionnent bien. Les agriculteurs savent ce que c'est que le monde agricole et ils aiment leur terre. Et protégeons notre terre, et tu as raison Virginie, mais aussi donnons les moyens aux agriculteurs d'avoir un petit revenu supplémentaire. Exactement. Nous, on aime nos agriculteurs. Et voilà. Et Virginie Calmels. Alors, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, moi, par rapport au vélo. Comme vous le savez, dans les grandes villes, mais pas seulement, on a quand même dépensé des sommes astronomiques pour construire des pistes cyclables. Bon, moi, je fais partie de ceux qui font de la résistance à Paris et qui continuent à me déplacer en voiture. Mais alors, je suis absolument effarée par le non-respect du code de la route des vélos. Et je trouve qu'on va au-devant de graves accidents. On va au-devant de graves problèmes. Il y en a. Alors, c'est passé sous silence. C'est comme à une époque les trottinettes. Il y avait quasiment des morts, on n'en parlait pas. Mais là, en ce moment, si vous regardez bien, ça devient effarant. Les vélos ne s'arrêtent quasiment jamais au feu rouge. Je rappelle qu'il y a un signal spécifique qui permet aux vélos de ne pas s'arrêter au feu rouge, mais c'est vraiment très rare. Et sinon, ils se doivent de s'arrêter au feu rouge. Ils ne s'arrêtent pas au feu rouge. Évidemment, il n'y a pas de plaque minéralogique. Est-ce qu'au XXIe siècle, on ne pourrait pas imaginer un QR code ou une petite plaque minéralogique ou quelque chose qui fasse qu'on puisse identifier les vélos? Je veux dire, si on pousse autant à la consommation du vélo, eh bien, il me semble qu'il n'y a pas de raison que des gens qui sont susceptibles de créer des accidents, parce que je vous assure qu'aujourd'hui, quand on est automobiliste, il faut être ultra vigilant, ça déboule de partout, et évidemment, ça peut occasionner de la surprise, vous êtes obligé de freiner, la personne derrière se sent prise au dépourvu, etc. Donc moi, je suis pour, qu'on identifie les deux roues comme des véhicules, et deux, qu'on soit beaucoup plus sévère, port du casque, et qu'on fasse respecter le code de la route, et que les 135 € d'amende, vous le savez, si un vélo grille un feu, il prend 135 € avoir 135, mais il n'a pas de points sur son permis. Alors que l'automobiliste, lui, il perd des points. Donc j'ai envie qu'on traite un peu les vélos à égalité avec les automobilistes. Et je tiens à rappeler qu'il y a quand même une hiérarchie aussi avec, c'est d'abord le piéton.
Et quand vous êtes, je sais pas si vous êtes arrivé en ville, vous traversez, vous vous faites engueuler par les vélos qui vous passent devant à je ne sais pas combien de kilomètres/heure, alors que nous sommes prioritaires, en tout cas les piétons. Voilà, je tenais à le dire. Et sans compter qu'ils fauchent, parce qu'ils arrivent à une très très grande vitesse. Ils fauchent parfois des gens qui sont juste en train de descendre d'un taxi et de rejoindre un je ne trottoir. comprends pas, Virginie, je ne comprends pas comment tu prends encore ta voiture dans Paris. Moi qui arrive de Marseille, où la mobilité en transport en commun, c'est impossible. À Paris, moi je me régale à prendre le bus, le métro et même le vélo. Mais je partage ce que tu dis, parce que moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. J'étais l'autre jour en bas des Champs-Élysées, j'ai cru me prendre un vélo de face parce qu'il arrivait au moins à 40 km/h. C'est moi qui vous visais. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait le hola. Hola. Merci beaucoup en tout cas à vous trois pour ces sujets. Dans un instant, on va revenir vers plus de parité au municipal. Le scrutin de liste devient obligatoire partout, même dans les petites communes. Fini le panachage. Alors parlons vrai. Est-ce que plus de femmes, c'est une bonne chose pour la vie démocratique? À cette question, parité totale au municipal, c'est, vous dites, à 59% une mesure gadget, à 32% une mesure difficile à venir et à 9% une bonne mesure. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Muriel Fabre, secrétaire générale de l'AMF, l'association des maires de France et maires de Lampertheim, dans le Bas-Rhin, sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette joyeuseté, j'adore ce mot, des vraies voix, avec Philippe David, il y a Philippe Bilger, bien entendu, Christophe Madrol, conseiller régional Région Sud, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae et École des métiers de demain. Et ça va l'école? Tout va bien, je vous remercie. Surtout maintenant, là, on a des élèves qui sont en terminale, qui sont en train de s'inscrire pour l'année prochaine. Très bien, soyez les bienvenus, et soyez les bienvenus sur Sud Radio. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À un an des municipales, Jean-Charles Loé envisage de se représenter pour un 3e mandat à la tête de Locmalo. Cette commune de 950 habitants compte 9 femmes et 6 hommes au sein du conseil municipal. Mais en 2026, l'élu devra sûrement présenter une liste paritaire. Au mandat précédent, je m'étais fait le pari d'avoir la parité. J'ai eu du mal à avoir la parité, j'ai eu plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, sur les 66 communes de moins de 1000 habitants du Morbihan, seuls 41,6% des conseillers municipaux sont des femmes. Conséquence de la parité, ils craignent de ne pas pouvoir constituer de liste. Les petites communes voteront comme les autres aux prochaines élections municipales. Le Parlement vient de généraliser le scrutin de liste paritaire. Alors parlons vrai, craignez-vous des candidatures fantômes qui, une fois élus, démissionneront ou ne feront rien? Et à cette question, parité totale au municipal, vous dites à 59% que c'est une mesure gadget, à 32% une mesure difficile à tenir et à 9% une bonne mesure. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Muriel Fabre est avec nous, secrétaire général de l'Association des maires de France et maire de Lampertheim. J'espère que je le dis bien. Dans le Bas-Rhin. Bonsoir, merci. C'est meilleur que mon accent. Ça, il n'y a pas photo, excusez-moi. Alors là. Merci, madame le maire, d'avoir été, d'être avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger, cette parité sur les listes. Alors, je n'ai jamais discuté l'égalité évidente sur le plan existentiel entre les hommes et les femmes. Je n'ai jamais été, je vais être minoritaire, probablement une nouvelle fois, je ne suis pas un fanatique de la parité. Je veux dire, à partir du moment où chacun est totalement libre de se déterminer. Mais je crois beaucoup plus à l'inventivité de la vie publique, à la richesse des natures, à la volonté des êtres. Certains sont intéressés par la vie municipale, d'autres non. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. J'en ai assez de cette massue de la parité qui vient imposer à la vie publique des exigences que la nature, le hasard n'ont pas envie de créer. Mais on ne parle pas de hasard en politique, cher Philippe. Alors, pardon, mais moi, la parité, je suis 100% pour. Parce que on a vu
par expérience. On a vu que les femmes, la politique était faite par les hommes, les clans étaient faits par les hommes, les parlementaires étaient là, excuse-moi Virginie, mais à 80%, peut-être tout à l'heure je me suis trompé sur le nombre, mais 80% par des hommes. Les investitures dans les partis politiques étaient faites par des hommes. Et la parité aujourd'hui a permis aussi à des femmes de s'impliquer en politique. Et même si je pense que cette réforme est un peu gadget, je pense que la question de la parité est fondamentale pour une démocratie vivante. Les femmes aujourd'hui s'investissent, les maires font des listes paritaires, il y a autant d'hommes que de femmes, comme pour les parlementaires, comme pour les régionales, et on voit des femmes se réaliser. Le risque, c'est effectivement des candidatures potiches qui se mettent sur les listes et qui partiront après. Ça, c'est le risque. Mais en tout cas, pour la parité, crois-moi, avec l'ancienneté que nous avons politiquement, c'est une très belle chose pour notre démocratie. Virginie Calmès, qui a été élue locale à Bordeaux. Oui, première adjointe au maire de Bordeaux, effectivement, au titre d'ailleurs de la parité, puisque c'était bien un homme, une femme. Pour autant, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Christophe. Pourquoi ? Parce que là, il s'agit des petites communes et que notre enjeu collectif, ça va être de trouver des gens motivés. D'abord des maires. Et exactement. Qui vont avoir envie de faire de la politique demain. Et plus on va rajouter des contraintes, et plus ça va être hyper compliqué. On entendait d'ailleurs ce témoignage où finalement c'est l'inverse, il avait plus de femmes que d'hommes. En fait, ça va être compliqué de rajouter des contraintes dans des petites communes où on va avoir déjà beaucoup de mal, parce que être maire d'une grande ville avec des budgets, avec des équipes, c'est finalement un vrai métier, mais c'est assez passionnant avec des belles réalisations. Mais être maire d'une petite commune, c'est souvent des gens qui le font par pur dévouement, retraités. On trouve pas des tonnes de candidats. Alors je pense que la personne de l'AMF en parlera mieux que moi, mais il y a une désaffection aujourd'hui pour ce beau métier qui est celui de maire, et donc pour les équipes qui vont avec. Donc moi je serais au contraire, et c'est une femme qui vous le dit, partisane de ne pas créer encore une contrainte supplémentaire en imposant la parité, alors que l'enjeu de demain c'est de trouver des élus compétents. Et puis alors la compétence n'a pas de sexe. Moi j'ai toujours été pour à un moment donné la liberté, tant mieux s'il y a des femmes qui s'engagent, mais si à certains moments dans certaines communes, il y a plus d'hommes que de femmes, c'est pas pour autant que ça va être un drame pour la gestion de la commune. Donc moi, il me semble que c'est effectivement gadget et un peu démago. Muriel Fabrique est avec nous, secrétaire générale de l'Association des maires de France, maire de Lampertheim dans le Bas-Rhin, une commune de, j'ai regardé, 3459 habitants. J'imagine que, est-ce que le chiffre est exact ? C'est à peu près ça, 2 ou 3 habitants près. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, il y a forcément des naissances depuis le moment où j'ai écrit, c'est-à-dire il y a 2 heures. Madame le maire, la question, ce qu'ils disent autour de la table est intéressant, c'est-à-dire que la parité, oui, elle a apporté des choses, mais est-ce que finalement, on se rend pas compte que les spécificités locales, je vais y arriver, ne sont pas suffisamment prises en compte? Je pense qu'en fait, vous posez le débat qui a lieu aujourd'hui, qui a eu lieu dans l'hémicycle notamment du Sénat sur la question de comment aujourd'hui permettre aux femmes de s'engager un peu plus activement dans la vie locale. Et je pense que c'est avant tout la question première. Et je pense qu'on peut avoir des candidats potiches et des candidates potiches, et je pense que ce n'est pas genré. Parce que c'est vrai qu'on l'a souvent mis sur la question féminine, et je pense que c'est, à mon sens, le cœur du débat, il n'est pas là. C'est aujourd'hui, on a besoin d'un engagement féminin aussi large que possible, puisque la femme représente à peu près la moitié de la population aussi dans l'espèce humaine. Et l'objectif qui était porté par l'Association des maires de France, puisque c'est une position historique, elle date pas d'hier. D'ailleurs, le texte non plus ne date pas d'hier. Et je pense que c'est peut-être plus ça aujourd'hui qui questionne, c'est-à-dire le calendrier que le fondement, je dirais, principal du texte, c'est d'inciter aujourd'hui à une représentation féminine la plus large possible. Alors j'entendais Philippe Budget tout à l'heure, j'entends qu'effectivement il faut laisser la nature se faire, sauf que lorsqu'on a laissé la nature se faire, la représentation féminine, elle était quand même très peu élevée. Aujourd'hui, on le voit sur les chiffres que nous avons, il y a 10 points d'écart, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a presque 50% de représentation féminine, notamment dans les conseils municipaux grâce à la parité. Donc pour les communes de plus de 2000 habitants, on est bien en deçà de
de cela pour les communes aujourd'hui inférieures. Mais c'est vrai que la question complexe, comment ça va se mettre en œuvre, comment aujourd'hui on fait finalement fi de ce qui était le scrutin uninominal, de ce que les communes appréciaient, c'est-à-dire je barre tel ou tel nom parce que je t'aime ou je ne t'aime pas. C'était aussi un sujet vaste. Et quand on veut, et comme le fait l'Association des maires de France aujourd'hui, prôner l'engagement maximal, l'outil qui pouvait être le plus juste possible avec ses qualités et ses défauts, c'était le scrutin de liste pour les communes de moins de 1000 habitants. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est surtout et avant tout dans le calendrier face aux municipales qui auront lieu dans un an. Mais j'avais un maire qu'on connaît bien sur Sud Radio, le maire de Lastours, Max Braille, un peu plus de 100 habitants, qui disait, moi, pour faire une liste à parité dans une aussi petite ville, ça va être très compliqué. Et des villes de moins de 100 habitants, il y en a quand même beaucoup en France, non? Mais s'il veut, il le fera, Philippe. Moi, je sais qu'il. Mais si les femmes veulent pas y aller. Et pourquoi les hommes iraient? Oui, mais. Pourquoi les hommes iraient? On a déjà un problème de démission massive des maires. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, je partage, Philippe. Mais moi, c'est trop facile d'entendre ce maire dire, j'ai pas trouvé de femme pour entrer au conseil municipal. Moi, je suis d'accord avec cette dame, cette secrétaire générale de l'AMF. Muriel Fabre. À un moment donné, qu'il y a un équilibre à avoir. Effectivement. Non, mais Christophe, il y a plein, pardon de vous couper, mais il y a quand même plein de femmes qui ne se sentent pas capables de le faire alors qu'elles le sont. Et pourquoi il y aurait des hommes? Cécile, il y aurait des hommes qui seraient capables de le faire. Mais parce que la disponibilité, moi j'ai été première adjointe au maire de Bordeaux, j'avais des enfants de 6 et 8 ans, je vous assure que c'est plus difficile quand on a des enfants en bas âge que quand ils sont plus grands, par exemple. Mais moi je connais plein de femmes à qui on donne la possibilité d'avoir un mandat, et on l'a vu au régional, et tu as raison Virginie, les régionales comme les grandes villes, c'est autre chose. Mais dans des villages en Bretagne où j'ai de la famille, je peux te dire qu'on allait chercher les femmes pour les mettre sur les listes, et ils ont fait un super boulot. C'est vrai qu'on les sort. Mais encore faut-il qu'elles aient envie. Oui, mais encore faut-il qu'elles aient envie et qu'il y ait le vivier pour. Aujourd'hui, c'est quand même pas non plus. Les gens ne se battent pas pour être sur les listes municipales. Est-ce que ça n'est pas étrange 50 secondes. Est-ce que ça n'est pas étrange de présenter comme une obligation ce qui peut relever de la liberté de chacun? Le mot de la fin avec notre invité, s'il vous plaît. Madame la secrétaire générale. Non, je pense que c'est. Vous avez raison. La question, elle est plus large. Elle est aujourd'hui sur l'engagement des élus locaux. La question de la représentation de la femme. Il faut quand même savoir que même pour les communes aujourd'hui de plus de 1000 habitants, sur la question de la parité, moi, pour constituer ma liste, il a été plus difficile pour moi de trouver des femmes que de trouver des hommes. Oui. Voilà, c'est un fait. Dans certains endroits, non. Aujourd'hui, la volonté, elle est de permettre à toutes de se dire je suis en capacité aussi de pouvoir me présenter. Je rappelle qu'il n'y a que 20% de femmes qui sont maires aujourd'hui en France, et essentiellement d'ailleurs sur les communes de petite taille. Donc je pense il y a un travail là-dessus qui est extrêmement important. On préférait, et moi je suis la première aussi à dire qu'il faudrait plutôt une liberté de choix et de se dire que ça se fait naturellement. Sauf que à un moment donné, il faut un petit coup de pouce, un effet nudge, si vous préférez, pour que on puisse trouver la femme, pour qu'elle puisse en fait aller la chercher, pour se dire qu'elle est en capacité de faire en fait. Et je pense que dans notre société actuelle, quelle que soit la qualité de notre société actuelle avec les droits des femmes en France, il manque encore un petit échelon. Et je pense que c'est nécessaire. On l'a vu d'ailleurs pour les conseils départementaux. On le voit sur les bancs du Sénat, du Sénat et de l'Assemblée nationale, où aujourd'hui la parité n'est absolument pas représentée non plus. On le voit encore dans des conseils d'administration. Donc l'idée, c'est de ne pas faire en fait une femme un homme. C'est effectivement de conforter la femme dans la place qu'elle peut avoir au sein du monde politique. Et je pense que c'est hyper important. Et en parallèle de ça, il faut aussi renforcer aujourd'hui les conditions d'exercice du mandat, la question des violences, la question de la capacité d'agir, etc., etc. Il y a énormément de sujets sur le devant de la scène, et c'est vrai qu'il n'y avait pas que ce sujet de la parité à mettre en exergue, en tout cas à mettre en lumière sur les travaux législatifs, ça c'est certain. Merci beaucoup Muriel Fabre, secrétaire générale de l'Association des maires de France et maire de Lampertheim dans le Bas-Rhin. Merci beaucoup, merci Philippe Bilger, merci Virginie Calmels. Très beau retour aussi de Christophe Madrol. Bien entendu. Vous restez avec nous. On va parler dans un instant de l'emploi des seniors, puisque la question de l'emploi des plus de 50 ans devient cruciale. Restez avec nous. On sera ensemble jusqu'à 20h. Et juste après 20h, vous retrouverez Philippe David. Et on va beaucoup parler de Ligue des Champions ce soir. Vous vous en doutez. Allez, à tout de suite.